Bonjour, Muriel Labaune. C'est une question assez naïve que je vais poser. Les crises, quand on parle de crise, en général, on ajoute aussi opportunité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Je sais que la situation est quand même pas facile et assez grave pour l'ensemble des pays, sauf pour certains pays européens. Et je me demandais si, justement, il n'y a pas moyen, est-ce que ça ne va pas renforcer aussi l'union, au moins s'il y a un secteur dans le cadre de la crise qui pourrait renforcer l'union. Voilà, j'ai dit. Et la deuxième question, j'en profite, c'était un peu un développement sur la politique sociale de l'Europe humaine, je veux dire. Merci. Merci. Brigitte. Oui, monsieur l'ambassadeur, je voulais simplement faire deux constats. La première, c'est que vous avez parlé effectivement de la faible représentation ou de la représentation consultative de l'Union européenne à l'UNESCO. On pourrait également faire référence au Conseil de sécurité de l'ONU, où finalement les États européens qui y sont depuis 1945, y sont toujours, et où l'Union européenne ne siège pas en tant que telle. C'est un vaste débat, je pense. Je voudrais vous remercier de ne pas avoir utilisé la langue de bois pour faire ce constat de la situation de l'Union européenne, parce que vous avez vraiment évoqué les problèmes actuels. Et pour ma part, militant depuis longtemps pour l'Europe, je suis assez heureuse de voir qu'on commence vraiment à parler des problèmes et qu'on n'encense plus les gens par l'Europe c'est beau, l'Europe c'est bien, parce que je crois que le dumping social, le dumping fiscal, vous l'avez évoqué, c'était un réel problème. Et moi, la seule question que je me pose par rapport à ça, c'est à quel terme les solutions que vous avez évoquées vont-elles être mises en œuvre, parce qu'on a toujours l'impression que ça va très très lentement au niveau de l'Europe. Merci. Oui, j'ai une deuxième question au niveau de la défense. Donc vous avez évoqué aussi la question en début de votre rapport. Concernant l'armée, donc moi je suis française, j'ai beaucoup d'écoute sur les informations donc, de mon pays. J'ai toujours l'impression, par exemple, vous avez évoqué nos troupes qui sont au Mali, on a l'impression qu'il n'y a que la France qui envoie des troupes quelque part. Alors à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe? Parce que je pense que d'autres pays que la France ont des armées. Et c'est la vision que j'en ai par rapport à la communication qui peut être faite chez nous. On parle de notre armée. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais on ne communique pas là-dessus. Et si c'est le cas, moi, je pense que c'est une grave erreur. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est aussi une grave erreur. C'est juste, je demande une petite précision par rapport aux frontières que vous avez citées lors de le début de votre conférence. C'est par rapport aux frontières. Qu'est-ce qu'entendez-vous par les frontières en dehors des frontières nationales des pays européens? J'aimerais bien plus de précision, s'il vous plaît. Une dernière question pour cette série. Charles Danguy, Initiative Changement, en Lorraine. Je vous remercie pour votre exposé remarquable. Vous possédez des informations que je n'ai pas. Personnellement, pour moi, l'Europe, ça a été un engagement, il y a plusieurs années, de cheminer aux côtés des élus européens depuis 35 ans et de créer des liens directs entre les élus et les électeurs. Alors, grâce à des amis députés, certains autres ont pu venir, on a eu des entretiens privés, des échanges sur des questions très importantes. Et je crois que quelque part, nous autres citoyens, on est tellement pris par certaines questions qu'on oublie le côté humain. Et souvent, je me dis, qu'est-ce qui a fait que la France et l'Allemagne se sont vraiment réconciliées en profondeur? C'était le traité de l'Élysée. Et je me demande si l'Union européenne, au moment de l'ouverture, n'aurait pas dû lancer un genre de traité de ce genre, permettant à n'importe qui
d'aller voir ce que pense le voisin. Et ce qui me frappe actuellement, par exemple, en 98, j'étais à un congrès de cultivateurs à Varsovie. Un brave homme est venu présenter le projet d'adhésion à l'Union européenne. Et les cultivateurs polonais disaient « mais on ne veut pas échanger l'autoritarisme de Moscou pour celui de Bruxelles ». Il s'est ressorti dans une interview à la télévision récemment de 2 jeunes polonaises, et je crois que nous n'avons pas compris ce que ça a signifié au fin fond des gens de vivre sous la dictature, et il faut beaucoup de temps pour guérir cela. Et peut-être qu'on a, comme disait Guy Remek, on a réussi la réunion économique et politique, mais nous avons raté la réunion des peuples dans la joie de se retrouver en tant que grande famille. Il y a peut-être là un effort que le Luxembourg pourrait lancer pour que nous nous retrouvions vraiment en tant que grande famille des 48 pays de l'Europe. Est-ce que la crise débouche sur des opportunités ? Oui, heureusement. Et ça a toujours été le cas. La première grande crise, c'est quand les Français ont refusé de siéger. Ils ont fait la politique de la siège vide, et il y a eu le compromis de Luxembourg. Donc, mais plus sérieusement, je crois que l'exemple le plus parlant, c'est probablement celui de l'euro, et de quelle manière nous avons réussi après 2007, et aussi avec la situation qui s'est aggravée en Grèce, avec quels moyens, avec quelle rapidité nous avons réussi à mettre en place des instruments où il y a eu des véritables transferts de souveraineté. Bon, ce sont des choses qui sont relativement techniques, que moi-même je comprends qu'à moitié ou à tiers, mais en tout cas j'oublie très vite après les avoir lus, mais on a une ingénierie en place qui nous permet quand même vraiment de gérer une devise commune dans des conditions à peu près acceptable. Et c'est énorme. Qui est-ce qui aurait prédit ça en 1957 lorsqu'on a signé le traité de Rome, et ça nous a permis, à mon avis, de résister à pas mal de choses. Donc je crois que pour la crise des réfugiés, par exemple, bon, il faut lire ce que la Commission a dit à Bruxelles. Nous avons déjà en place en Europe un certain nombre de politiques communes pour la gestion commune des demandeurs d'asile. Le problème, c'est que les États ne transposent pas. Ce sont des directives, ce sont des règlements. Il faut les transposer dans la loi nationale. Il me semble me souvenir, je crois que c'était Jean-Claude Juncker qui disait que pendant le premier semestre, rien que le premier semestre 2015, la Commission a engagé 33 actions pour non-transposition de directives, rien que dans le domaine de l'accueil, enfin, de la politique de l'asile. On dit aussi que, les États ont leur travail à faire aussi. Les gouvernements nationaux doivent faire le boulot. Il y a beaucoup de choses qui ont été décidées à Bruxelles et qui peinent à être traduites. La politique sociale européenne. Bon. Ce qu'on n'aura pas demain, c'est une sécurité sociale la même pour tout le monde en Europe. Là, on en est loin. Mais ce qu'on voudrait déjà avoir, c'est profiter du marché unique sans avoir de dumping social. C'est-à-dire que des gens qui viennent d'un pays où il n'y a pas de salaire minimum viennent dans un pays où il y a un salaire minimum relativement élevé et se font payer aux conditions de leur pays d'origine et piquent le boulot des gens sur place. Ça, c'est pas possible. Bon, malheureusement, l'état actuel des choses, la législation qu'on a mise en place n'est pas parfaite, d'où ces errements, ces dysfonctionnements. C'est très important pour expliquer aussi aux petites et aux moyennes entreprises et aux communautés locales qu'il est important de légiférer dans ce domaine. Donc, ça prendra du temps. C'est très difficile. Il y a beaucoup d'États. Vous avez vu le débat en Allemagne sur l'introduction partielle d'un revenu minimum pour certaines catégories de branches professionnelles. En Angleterre, il n'y en a toujours pas. Bon, peut-être que là, le problème sera moins important, j'en sais rien. Enfin, j'espère que si. Bref, tous nos pays siègent à Genève, j'y ai été, au Bureau international du travail, à la Conférence internationale du travail. Il y a les conventions du BIT qui sont en place, qui fixent le socle social minimum.
Tous les Européens n'ont pas signé tous les pactes et toutes les conventions, très loin de là. Mais il va falloir qu'on s'y attelle très rapidement pour pouvoir travailler dans les mêmes conditions dans tous les pays européens, encore une fois, à un même travail, à un même endroit, pour un même salaire. Après, on verra. Si ça marche déjà ça, je crois qu'on arrivera à franchir d'autres étapes. Alors, pourquoi est-ce que c'est lent? Parce que l'Europe est lente, parce que ça a toujours été comme ça, et parce que ça le restera. Encore que, en temps de crise, je cite à nouveau l'euro, on a su faire face assez rapidement. Armée européenne. Alors, fondamentalement, le problème, c'est un problème politique. C'est le problème de l'interface entre l'OTAN, où nos amis américains jouent un rôle prépondérant, et la défense européenne. Un certain nombre de pays européens veulent voir la défense européenne ancrée dans l'OTAN et partager le dialogue avec les Américains. D'autres trouvent qu'on pourrait demander un tout petit peu plus pas de neutralité, mais enfin un tout petit peu plus de particularité, de définir nous-mêmes notre propre défense et de nous donner les moyens de le faire. Nous avons tous les instruments, tout est en place, tout a été élaboré entre 2002 et 2005-2006. Moi-même, j'ai présidé un comité à Bruxelles, le COPS, qui a mis en place la réaction rapide, la réaction à moyen terme. Tout y est, tout est dans le tiroir. Le problème est un problème politique. Et entre-temps, c'est devenu un problème de dépenses aussi. Ça coûte cher. Madame a demandé qu'est-ce que vous entendiez par frontière extérieure. C'était une phrase, je crois que c'était un politicien allemand qui disait que la frontière de l'Europe commence au Hindu Kush, c'est-à-dire en Afghanistan. C'est-à-dire que la sécurité à l'intérieur de nos frontières dépend de la bonne gouvernance en Afghanistan. Le terrorisme, celui qui a secoué les États-Unis, mais en partie aussi l'Europe, s'est grandement développé là-bas. Le trafic de l'héroïne, c'est une des places fortes quand même, le trafic d'héroïne, etc., etc. Il ne faut pas croire que même les frontières de Schengen, si on arrive à les garder, vont préserver l'Europe. Ce n'est pas vrai. Nous devons aller là où notre modèle est mis en challenge. Migration. Pourquoi est-ce qu'on a les migrants économiques? Eh bien, parce que dans un certain nombre de pays, l'économie nationale, malheureusement, ne permet pas de donner des jobs à tout le monde, pour de multiples raisons qu'on ne va pas développer ici. Nous avons des politiques en place pour leur permettre de développer une gouvernance et de développer leur économie. Les Maliens, les Tchadiens qui viennent, je ne sais pas où en Europe, ils n'y viennent pas de gaieté de cœur, ils y viennent parce qu'ils crèvent la dalle, parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a rien à manger. C'est un déchirement d'immigrer. Même mes amis portugais au Luxembourg me disent pas évident non plus de quitter les bords du Tage pour aller s'installer à Luxembourg. Toi, tu crois que vous nous donnez quelque chose, c'est un privilège que vous nous accordez. Il ne faut pas oublier que l'immigration, c'est un déchirement en premier lieu. L'Europe a un certain nombre de politiques en place, les États membres aussi. Je vous rappelle que nous avons tous souscrit à New York en 2000 l'engagement de débloquer 0,7% du produit national brut à l'aide au développement et à la coopération. Quels sont les États au monde aujourd'hui qui remplissent ce critère? Je crois qu'il y en a 2 ou 3. La Norvège, la Suède et le Luxembourg. Pourquoi les autres n'en font pas autant? Je ne dis pas que ça résoudra le problème. Et ça fera quand même déjà un sacré paquet d'argent qui, s'il est utilisé intelligemment et en bonne coopération avec les autorités locales, permettrait de fixer sur place beaucoup de gens qui sont obligés de se délocaliser. Alors l'autoritarisme de Bruxelles par rapport à celui de Moscou, je dirais à ce Polonais que, contrairement à Moscou, on prenait les décisions sans la Pologne. À Bruxelles, on les prend avec la Pologne. C'est quand même une sacrée différence. Il faut arrêter de
représenter Bruxelles comme quelque chose de totalement exogène, une sorte de force supérieure qui n'a rien à voir avec personne. C'est nous, Bruxelles. Ce sont nos gouvernements, ce sont nos ministres, ce sont nos représentants à la Commission, ce sont nos représentants au Parlement européen qui prennent les décisions. C'est pas quelqu'un qui n'a aucun rapport avec nous. Et nos amis polonais, je vais dire, enrichissent à leur juste valeur le débat politique, économique, social, sécurité et autres à Bruxelles. Donc, ce type de remarques, ça me hérisse profondément. Et il préside le Conseil européen. Oui. Non, je comprends bien le sens dans lequel vous le dites. Cela dit, vous avez raison. Ce qui manque à l'Europe aujourd'hui, c'est une sorte de narratif, d'idéal pour la génération d'aujourd'hui. C'est quoi l'Europe pour eux? Alors qu'ils en profitent, ils ne le savent même pas. Processus de Bologne, Erasme, je sais pas, les Français ils vont étudier à Uppsala, les Hongrois vont étudier à Split, ils savent même pas que c'est un programme de l'intégration européenne. Ils ont un passeport européen qui leur permet d'aller partout. Ils ont l'euro dans la poche qui leur fait l'économie de changer de l'argent à toutes les frontières et de glisser quelques billets dans le passeport. Enfin bon, bref, nous sommes un peu dans le cas de figure de M. Jourdain, finalement. On a énormément d'acquis européens aujourd'hui. Simplement, nous avons une génération qui, peut-être, ne se rend pas suffisamment compte qu'on a acquis ces biens-là de haute lutte. C'était des discussions acharnées, difficiles, et que l'acquis n'est pas acquis, justement. Quand vous regardez les débats sur Schengen, il ne se passe pas un jour où je ne lis dans la presse française que ça commence à bien faire Schengen, il faut refermer les frontières. Et d'ailleurs, ici, dans cette région, j'entends ça de temps en temps. Voilà, quoi. À nous, à vous, et je crois que vous partagez cet idéal européen aussi, de continuer à les diffuser. Ça ne se fait pas automatiquement. Il faut expliquer les avantages, et il faut les expliquer avec conviction et avec pédagogie.